Cette présentation s'adresse à un public de 13 ans et plus. Asesinaron a un gran hombre, un hombre que pudo haber cambiado este país. ¿Usted qué es, don Pablo Escobar? Yo soy hermana de Pablo. Soy hermano de Pablo a mucho honor. Porque se lo mataron a mi hijo, que era el hijo más humano que hubo. El hombre que quería que Colombia estuviera en paz, pero no lo dejaron. Doña Herminda, ¿se le van a entregar a usted el cuerpo de él o se lo van a entregar a otra persona o qué se Yo creo que la primera persona que debe de resolver es la señora. ¿La esposa viene para acá? Respeto lo que ella ¿Usted se ha comunicado con ella? En 1993, Pablo Escobar, le fameux caïd du cartel de Medellín, responsable de milliers de morts, est abattu par la police grâce à la complicité du cartel de Cali. Il laisse seul et sans protection sa femme et leurs 2 enfants. On a souvent raconté l'histoire des truands et des bandits de ce monde, mais plus rarement celle de leurs compagnes de vie. Pablo est mort le lendemain de son anniversaire. Il a eu 44 ans le 1er décembre et il est mort le 2 décembre. J'ai beaucoup pleuré la mort de Pablo. J'ai beaucoup pleuré en voyant la douleur de mes enfants. C'était très intense. J'ai serré mes enfants dans mes bras. Ils savaient qu'ils couraient un grand risque et qu'ils venaient de perdre la seule personne qui pouvait véritablement les protéger. Je les regardais et je me demandais ce que je pouvais leur offrir. Sur le cercueil de son père, Juan Pablo jure de le venger, mais se rétracte au bout de 5 minutes. Il est trop tard, puisqu'il devient à son tour l'homme à abattre pour le cartel de Cali. En échange de la fortune d'Escobar et de la promesse que la famille quittera la Colombie à tout jamais, la veuve d'Escobar, celle que ses proches surnomment Tata, obtient du chef du cartel qu'on leur laisse à tous la vie sauve. Je m'appelle Maria Isabel Santos. Je suis mère, je suis grand-mère. Je suis une femme engagée dans ma vie, dans celle de mes enfants. Et j'ai été l'épouse de Pablo Escobar.
Aujourd'hui, 25 ans après la mort de son mari, Tata raconte pour la première fois à la caméra son combat intérieur pour échapper à l'emprise d'un homme qui a marqué sa vie. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Elle vit maintenant à Buenos Aires, en Argentine, sous le nom de María Isabel Santos. Le changement d'identité est la seule issue de secours qu'on a trouvé pour se maintenir en vie, pour trouver un pays où élever mes enfants. Changer d'identité, c'est quelque chose de traumatisant. Mes enfants et moi avons dû travailler au quotidien afin de nous adapter à notre nouvelle identité. J'avais très peur de me faire reconnaître. Quand je marchais dans la rue et que je voyais un policier, je changeais de rue. La peur au ventre, terrorisée à l'idée de me faire expulser. J'ai refait ma vie comme auteur. Je suis coach de vie et coach organisationnel. J'aime beaucoup travailler avec les gens. J'ai aussi travaillé dans le domaine immobilier parce que je suis excellente en relations publiques. Je suis visionnaire en affaires et je vois les occasions. La viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, María Isabel Santos Caballero y su hijo, Sebastián Marroquín, están siendo procesados por la justicia por supuesto lavado de dinero. Depuis 2017, Tata et Juan Pablo, qui se fait maintenant appeler Sebastián, font l'objet d'une enquête au sujet d'une commission sur une transaction immobilière. Le gouvernement argentin tente de prouver qu'il connaissait l'origine illicite de l'argent investi par un entrepreneur colombien en Argentine. Je suis arrivée ici avec mes enfants sans argent, ni bijoux, ni propriété que m'aurait laissé Pablo. L'État colombien nous a confisqué une bonne partie des propriétés. Et Pablo a dépensé beaucoup d'argent dans la guerre. Une autre partie de l'argent s'est retrouvée entre les mains des ennemis. Ce qui est absurde, c'est qu'on veut nous juger pour la vie et l'œuvre d'une personne qui est morte il y a 25 ans. 25 ans après sa disparition, on nous demande de répondre de ses actes. Jusqu'à maintenant, on a toujours prouvé notre innocence. Mais la même question revient sans cesse et on doit répéter nos explications. On s'est toujours soutenu, on sait qu'on a vécu de pires moments. Grâce à Dieu, on tire notre force des expériences passées pour faire face à la situation qui nous accable aujourd'hui. Ça peut sembler moins grave, mais c'est toujours la même histoire. Oui. Mon garçon. Tata et Juan Pablo doivent comparaître une fois de plus devant la justice argentine. Tata consulte son psychologue. Ces entretiens lui sont indispensables. Ils l'aident à assumer son douloureux passé et à continuer de se battre. Sos un individuo común por la calle que nadie sabe quién es. Y no solamente tenés el precio, pagás el precio de ser la mujer de Pablo Escobar. También la gente no solo pone en vos la historia de Pablo Escobar, sino el poder de Pablo Escobar. Y todo aquel que no tiene relación directa contigo y solo tiene relación con lo que escuchan y leen sobre tu historia, a ti te tienen miedo, que son la mayoría de las personas. Y vos no podés tener la historia que tenés y haber vivido lo que viviste y ser una ciudadana común. Tú viviste en una casa con un zoológico en el jardín. Contame de qué manera eso es la definición de un ciudadano común. El común de la gente no ha atravesado las aventuras ni las tragedias que vos has atravesado. Y entonces deja que el lunes la justicia decida lo que tenga que decidir. Y el lunes a la tarde o el martes a la mañana verás cuál es el próximo paso, que será celebrar o será sentarte a llorar. Eso no lo podés decidir hoy.
La justice argentine décide cette fois de les laisser libres. En novembre 1999, ils avaient été emprisonnés puis innocentés. Tata avait alors passé 18 mois en prison. Juan Pablo avait été relâché après 45 jours. Le fantôme de Pablo Escobar n'a pas fini de les hanter. Le nom de Pablo Escobar a beaucoup de poids. Je pense que le fantôme du père de mon fils et de mon mari nous pourchassera jusqu'à la fin de notre existence. On franchit chaque pas avec prudence et on ne va jamais se leurrer. Je me suis rendu compte qu'en 25 ans, je n'ai rêvé à lui qu'une seule fois. Je rencontrais Pablo à une fontaine et il m'embrassait tandis que l'eau coulait. J'étais très heureuse, enveloppée par ses bras, rassurée par sa présence. J'ignore combien de temps a duré le rêve. Mais quand je me suis réveillée, j'ai ressenti une profonde nostalgie. Une grande tristesse en pensant à ces moments disparus. J'ai tenté à de multiples reprises de refaire ce rêve. Mais ça ne s'est jamais produit. Je devais avoir 12 ans et demi. Pablo était un homme beaucoup plus vieux. Il avait 11 ans de plus que moi. Et une expérience de vie que je n'avais pas. Après tant d'années loin de son pays, Tata a trouvé la force de retourner en Colombie pour visiter les lieux de sa jeunesse, revoir ses amis et peut-être aussi pour essayer de mieux comprendre son passé. Ce sont les rues où j'ai passé mon enfance. Voici la maison où Pablo a vécu à La Paz quand il était mon voisin. Il était très en vue dans le quartier. Tout le monde venait le voir pour lui demander son aide. Voici l'école La Paz où j'ai fait mon secondaire. C'est frappant de voir à quel point le quartier a changé. J'ai du mal à y croire. Je suis contente de venir au quartier La Paz. C'est un refuge pour moi, parce que je ressens les mêmes émotions qu'avant. Pour moi, elle reste Tata, ou Victoria et Eugenia. Mais je ne la vois pas comme Maria Isabel. Le surnom Tata me vient de mon oncle, Alfredo. Oui. Il m'adorait. C'était un frère de mon père. On a vécu tant de choses ensemble. Comment les oublier? J'étais très attachée aussi à Pablo. On formait un trio. On était toutes petites et jolies. Tata, elle était grande et jolie. Elle était très jeune. Mais elle avait le corps d'une femme très attrayante. Ma mère m'avait interdit de lui tenir la main. Je pouvais converser avec lui, mais aucun contact physique n'était permis. Leur relation relevait du péché. Pablo venait me voir à mon bureau pendant que je travaillais pour me dire « J'aimerais lui remettre un disque. J'aimerais lui offrir une bague. Comment je pourrais faire ?» Je lui répondais qu'il fallait d'abord en parler à Doña Nora. J'allais voir Doña Nora pour lui dire que je voulais remettre à sa fille un disque, une bague, etc. Doña Nora me répondait « Vous voulez donc aider ma fille à tomber amoureuse ?» Mais plus Doña Nora insistait, plus Tata tombe amoureuse. C'est un vrai plaisir de se retrouver chez toi après toutes ces années.
Ça fait si longtemps. C'est merveilleux. Te rappelles-tu la première fois qu'on l'a vu en cachette? Bien sûr. J'avais une de ces peurs. Je croyais que je n'y arriverais pas. Tata m'a dit, mon ami, j'ai mal au cœur. J'ai l'estomac à l'envers. Il est arrivé ce qui arrive quand on a l'estomac à l'envers. Elle a vomi. Ce fut très désagréable. On est arrivé au rendez-vous en retard parce qu'il a fallu rentrer chez moi pour qu'elle se nettoie. Elle n'était pas présentable. Il ne fallait pas qu'elle sente mauvais. On est arrivé à la Iguana et on a raconté à Pablo ce qui était arrivé. Il a dit que c'était dommage et qu'il ne fallait pas s'en faire. Ils se sont embrassés et câlinés. Et je me suis dit... Le premier baiser? Le premier baiser. Le premier baiser volé. Le premier baiser a été volé? Oui, volé, oui. Ça s'est passé où? À la Iguana, quand on est arrivé. Non, sur la bouche. D'accord. Quel âge aviez-vous? 13 ans. Et lui? Il avait 23. Non, 24. 24. Tous les hommes se réunissaient sur le muret, y compris Pablo. Ils s'assoyaient et discutaient en regardant les filles du quartier. Et c'est là qu'un jour, Pablo s'est levé et a dit à ses amis que s'il n'arrivait pas à devenir riche à l'âge de 30 ans, s'il n'arrivait pas à devenir millionnaire, il allait se suicider. Se suicider. On pouvait voir toutes les filles aux mœurs légères qui déambulaient en short. En petit short effrayant. Y compris madame. Elle exhibait ses superbes jambes. On aurait dit un défilé de jolies princesses. Dans la deuxième, dans la première fenêtre de la maison, on a vécu nos premiers mois de jeunes mariés. La lune de miel. On dit la lune de miel. J'étais bercée par tant d'illusions. Le bonheur de ma jeunesse se mélange à la nostalgie par rapport à ce qui s'est passé après. Je dois reconnaître qu'à l'époque, je vivais dans l'illusion. J'aimais Pablo et je l'attendais jusqu'à très tard dans la nuit. Jusqu'aux petites heures du matin. Je me rappelle avoir passé de nombreuses nuits à souffrir, à verser des larmes, des nuits blanches. Des nuits blanches. À attendre. Qu'il revienne. Qu'il revienne. Il partait plusieurs jours sans dire où il allait. Il disait toujours qu'il partait, mais qu'il ne voulait pas que je te le dise, parce que sinon, tu lui demanderais où. Il partait souvent en 3 jours, du jeudi au dimanche, pour s'occuper de ses affaires. Je repense à la première fois et je ressens toute la peur, toute l'incertitude que j'ai sentie à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la sexualité. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Ma première relation sexuelle a été abusive. Elle s'est faite sans consentement. Pablo était beaucoup plus vieux que moi. Il avait 11 ans de plus que moi. J'avais été élevée dans une famille très traditionnelle, très catholique, et ce genre de choses n'était pas permise. Il m'était donc impossible d'en parler à qui que ce soit. Ces images de jeunesse rappellent à Tata les bons moments vécus. Elle se souvient aussi avec douleur d'un épisode insensé qu'elle attribue à son jeune âge et à son innocence. À 14 ans, elle a une première relation sexuelle avec Pablo, sans avoir vraiment conscience de ce qui lui arrive. Pablo lui fait subir un avortement.
J'ai eu une relation avec lui que je n'ai pas comprise. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'une relation sexuelle et j'ignorais les conséquences de cet acte. Un jour, Pablo m'a appelé pour me demander comment j'allais. Je lui ai répondu que j'allais bien, avec l'innocence de l'enfant que j'étais. Il m'a alors invité à l'accompagner chez une amie. J'ai accepté sans lui demander pourquoi. Je ne lui ai pas demandé non plus qui était cette amie. La femme m'a dit alors, « Ma fille, installe-toi sur la table et on va commencer. » Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, que j'étais peut-être enceinte et que c'était à titre préventif. Je lui ai dit, « Comment enceinte ?» Pablo est intervenu pour dire que c'était un sujet qui ne concernait que lui et moi et qu'il fallait que je n'en parle à personne, que je devais faire très attention. J'ai tellement fait attention que j'ai attendu 44 ans avant de m'ouvrir le cœur et de raconter cette histoire à mon fils et aussi à ma fille. Après Medellín, Tata a souhaité faire un pèlerinage à Palmira, sa ville natale, là où elle avait fui avec Pablo Escobar pour se marier en cachette. Ils étaient venus ici chercher la bénédiction de sa grand-mère, faute d'obtenir celle de sa mère. Je me suis enfuie parce que je sentais beaucoup de pression de la part de ma mère. Elle était très contraignante. Je sentais qu'elle voulait m'arracher à l'amour de ma vie. Pablo m'a demandé « Pourquoi Doña Nora nous mène la vie dure ?» Je lui ai dit que ma mère ne voulait plus qu'on se voie, à moins que ce ne soit pour se dire adieu. C'était comme ça. Il m'a répondu « Je ne supporte plus son attitude. Partons et allons nous marier. Je veux vivre avec toi et vivre en paix. » Donc, je suis partie, attirée par cette illusion. J'avais 15 ans et chaque soir, j'embrassais le prince charmant. Voici l'église de la Santissima Trinidad. C'est ici, à Palmira, que j'ai épousé Pablo. Ma grand-mère et mes tantes étaient présentes, même si l'une d'elles était fâchée. Ma mère lui avait demandé de m'acheter les bagues de mariage, mais elle avait refusé en disant que je ne méritais rien et qu'elle ne m'achèterait rien. Je portais les vêtements que j'avais quand on s'est enfui. On n'avait rien. On n'avait pas d'autres vêtements. Le curé qui nous a mariés est celui qui m'avait baptisé. Le fait d'être devant l'autel avec l'homme que j'aimais était un cadeau du ciel pour la fille que j'étais encore. Mais j'avais très peur parce que je savais que j'avais commis une erreur. Selon les valeurs de l'Église, je venais de commettre un péché mortel. J'étais une fille naïve. Je n'avais conscience de rien. Je venais de m'enfuir de chez moi et de me mettre dans une situation que la femme mûre que je suis n'arrive pas à comprendre. J'ai eu mon premier enfant en 4e année du secondaire. Quand j'ai fini mes études, à ma dernière journée à l'école, Pablo et Juan Pablo sont venus me voir recevoir mon diplôme. Juan Pablo était très proche de son père.
Pendant son enfance, il a pu avoir des conversations avec lui que Manuela n'a pas pu avoir. Dans un sens, je trouvais refuge dans la relation avec mon fils, qui me donnait la force nécessaire pour continuer. Derrière l'image de cette famille modèle, Pablo Escobar était déjà en train de s'établir comme l'un des plus grands trafiquants de drogue de tous les temps. Il allait bientôt devenir l'homme le plus riche de Colombie, sinon du monde entier. Je n'ai jamais été au courant de la richesse qu'avait amassé mon mari. Je ne participais à aucune de ses activités et il ne me disait rien. Dans une culture machiste comme celle de la Colombie, l'homme ne parle pas à la femme de l'argent qu'il fait. La propriété la plus importante était la Hacienda Nápoles. Et quand elle a été saisie par les autorités colombiennes, Pablo est devenu un fugitif et s'est mis à acheter de nombreuses propriétés dont j'ignorais l'existence. Certaines de ces propriétés sont aussi passées aux mains de l'État colombien. Je ne crois pas à l'immense richesse de Pablo Escobar dont on parle tant. Ça ne correspond ni à la période où je vivais avec lui, ni à celle suivant sa mort, où il ne restait pas de grosses sommes. Cette fortune relève plus de la fantaisie ou de la mythologie que de la réalité. Je crois que lui-même ne savait pas précisément combien il possédait. Pablo Escobar joue le jeu de l'entrepreneur et installe ses bureaux dans l'édifice Dallas, devenu un hôtel aujourd'hui. Tata est venue y rencontrer celle qui était sa dame de compagnie et qui savait garder tous ses secrets. Alicia a été très gentille. Elle a été notre dame de compagnie à travers toutes ces années. Elle a accompagné Pablo. Elle a veillé sur son alimentation. Elle s'en est occupée en tout temps. Il l'aimait, la respectait, et il a toujours senti qu'il pouvait lui faire entièrement confiance. Je comprends le respect qu'il avait pour elle. Oui, bien sûr. Et l'affection qu'elle avait pour lui. Mais après 25 ans, j'espère que je peux être franche. Que tu peux être franche. Elle ne me croit pas. Elle ne me croit pas quand je lui parle de Virginia ou de Wendy, par exemple. Et que je lui dis que je ne l'ai jamais vue les câliner. Je n'ai jamais vu de comportement amoureux. Mais elle ne me croit pas. Et avec Elsie Sophia, c'était plus clair. Oui, avec Elsie Sophia, c'était plus clair. Parce qu'elle vivait avec vous, au Paraíso. Je me rappelle qu'elle m'a fait subir un interrogatoire. Oui, un interrogatoire. Je me souviens d'avoir dit à Pablo, « Votre épouse veut me parler. » Et m'a répondu en riant, « Aucun problème. Vas-y. » Mais ne lui raconte rien. Quand elle s'est mise à poser des questions de toutes sortes, et à vouloir en savoir plus, je lui ai dit que je n'avais rien vu et que s'il passait du temps avec une autre femme, ça se faisait après mon départ. Quand j'ai été au courant de la situation, j'ai demandé à Pablo qu'on se rencontre au Paraíso. Je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui, qu'il pourrait voir ses enfants aussi souvent qu'il le souhaitait, mais que je ne voulais plus être son épouse, et qu'à partir de ce jour, j'étais une femme complètement libre. J'ai eu droit à une réaction typique de Pablo. Le bouquet de fleurs jaunes avec une carte qui disait « Mon amour, je ne t'échangerai contre rien au monde. »
C'est stupéfiant de penser à toute l'horreur qui a été causée par quelqu'un qui ne se fâchait jamais, qui traitait ses employés avec respect, qui accordait beaucoup d'importance à sa famille, qui s'occupait de mes enfants. Très peu de pères se comportent ainsi au quotidien. Je pense souvent à eux et je demande à Dieu qu'il les protège. On dit que le passé ne pardonne pas, mais je sais que Dieu va les protéger. J'en suis sûre, j'en ai la certitude. Tout à fait. Que Dieu le veuille. Si, pour Tata et Alicia, Escobar était un mari et un patron aimable, pour les autorités colombiennes, c'était l'homme à abattre. En avril 1990, le siège de Pablo Escobar est pris d'assaut. Mais Pablo Escobar réussit à s'échapper. C'est une période de violence sans précédent. Tata et Escobar ne vivaient pas dans le même monde. Pour retrouver un peu de liberté, Tata aimait se plonger dans la vie culturelle de Bogota. J'ai fui Pablo parce que j'étais très fâchée contre lui, à cause de tant d'infidélité. J'ai su qu'il vivait au Paraíso, avec Elsie Sofía Escobar. À Bogota, je suis allée à une exposition d'œuvres d'art du maître Fernando Botero. Il y avait des personnalités influentes de la politique colombienne, comme le président Belisario Betancourt, et des gens de la haute société de Bogota. L'art a toujours été pour moi un refuge. L'art m'a accompagnée dans mes moments de solitude et de tristesse. C'était ce dont j'avais besoin. Pablo est devenu jaloux de ce monde de l'art. J'y étais en contact avec beaucoup d'hommes. C'était quelqu'un de très jaloux. Le lendemain, à 8 ou 9 heures du matin, j'ai appelé ma mère pour prendre des nouvelles de mon enfant. Elle était désespérée et m'a dit « Ma fille, viens vite. Il te cherche dans tout Medellín depuis hier. Et on ne savait pas où te trouver. » J'ai pris peur et je suis rentrée à Medellín. Mais c'était trop tard. Je me suis rendue au Monaco, parce qu'à l'époque, c'est là que je vivais. Pablo ne vivait pas avec moi. Moins d'une semaine plus tard, il m'a envoyé une lettre dans laquelle il disait que j'aimais vivre comme une bourgeoise et que je pouvais continuer à vivre dans l'oligarchie, mais que je ne pouvais plus jamais compter sur lui. Il terminait toujours ses lettres en imposant sa volonté et en se positionnant comme la victime de la situation, ce qui entachait mon estime de moi et ma dignité. Pour se débarrasser des policiers, des magistrats et des politiciens qui tentent de mettre fin à ses activités, Pablo Escobar essaiera de les corrompre. Ceux qui refusent seront assassinés. Je crois que le moment le plus dur de ma vie a été autour de l'assassinat du ministre Lara Bonilla. J'étais enceinte de 8 mois et demi. J'ai commencé à sentir que la vie se transformait en un tsunami qui m'engloutissait et m'engloutissait sans cesse.
La situation force alors Tata à quitter la Colombie. Pablo Escobar l'oblige à partir au Panama pour qu'elle puisse accoucher de leur fille Manuela en toute sécurité. C'est la première fois, depuis la naissance de ma fille, que je reviens ici. Plusieurs souvenirs surgissent et me rendent nostalgique. Pourquoi le Panama? Je n'ai pas de réponse. À ce moment-là, comme très souvent dans ma vie, ce fut une décision de Pablo. Il voulait qu'on se rencontre là-bas. Je n'avais pas d'autre choix. Je devais aller où il me disait d'aller. Petit à petit, je me souviens de cet endroit. Je revis le moment où on est arrivé. Je suis venue seule dans un petit hélicoptère, avec mon fils, le médecin et son équipement, au cas où l'accouchement aurait lieu dans la jungle. Je me rappelle qu'on était effrayés et désespérés de ne pas savoir où on allait. Mais voir la terre nous rassurait. On a volé longtemps dans la jungle, à très basse altitude. On était apeurés. Mon fils me demandait constamment quand on arriverait, et je n'en avais pas la moindre idée. Donc, je lui répondais chaque fois qu'on s'approchait, qu'on était de plus en plus près. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je me sauve ainsi, enceinte, et avec mon fils. Même si la vie de Pablo a toujours été en montagne russe, il fallait que je le suive, où qu'il aille, puisque j'étais son épouse. J'aimerais visiter la maison où je vivais quand j'étais enceinte et où ma fille est née. Je ne savais pas que c'était la maison de Noriega, ni pourquoi on était là. Escobar logera sa famille dans la maison de Manuel Noriega, président du Panama, extradé aux États-Unis et condamné pour trafic de drogue. Tata visite les lieux, accompagné d'un ami de la famille. Ce n'est pas possible d'entrer? Je ne sais pas. Il faut demander au gardien de sécurité. Voyons quelles sont les possibilités. Impressionnant ce parc. Ça a été une consolation pour mon fils, qui vivait tant de frustration d'avoir eu à laisser son école. Je me souviens très bien des matins et des soirs que Sébastien a passé sur sa petite moto dans le parc pour se distraire, accompagné d'un garde du corps. Voici la porte d'où il disait qu'il sortait. Sur sa moto. Sur sa moto. Il avait toujours besoin d'un endroit d'où il pouvait sortir en cas d'urgence. Pour disparaître. Une sortie de secours. Une sortie de secours. Pablo trouvait toujours un petit moment pour déjeuner, pour passer du temps avec nous, pour nous parler. C'était comme un flash. C'était des moments intimes. Il a toujours fait ça, malgré sa carrière, ses folies et ses moments extrêmes. Il gardait des moments empreints d'amour, de bien-être et d'espoir. Il revenait pour raviver le lien qui nous unissait. J'aimerais entrer dans la maison. J'aimerais beaucoup revivre mes souvenirs de cette époque et en profiter pour remercier Dieu de nous avoir laissé la vie sauve après tant de tragédies. Buenos días o buenas tardes, no sé, ¿cómo estás?
Ay, mira, es que te quería pedir un favor. Me imagino que eres hija porque tienes una carita muy joven, o eres esposa. Esposa. ¿Esposa? Ah, eres muy joven. Lo que pasa es que yo viví en esta casa hace 34 años largos. Yo soy la esposa de Pablo Escobar. Mucho gusto. Ya, mucho gusto. Y entonces te quería hacer un pedido. Si de pronto me regalaba la oportunidad, aunque sea de filmar un poco entrando aquí, aunque sea en la parte de afuera de la casa, si tú me haces el favor. No, yo la puedo llamar, claro. Falta ver Si quieres, por eso tú la llamas, yo espero acá. Ok. ¿Ella qué? Ella no está en la casa. ¿No está? Es la cocinera que fue la que me atendió, que no está. Que le dejen un número en la garita para que la puedan para que contactar nos puedan llamar. Claro, pues de repente hoy no, pero de repente mañana sí, no sé. Bueno, estamos hablando entonces. Bueno, gracias. Adiós. Primeros días de vida. Manuela a vécu les premiers jours de sa vie dans cette maison. 20 días. Y je me suis séparée d'elle alors qu'elle n'avait que 20 jours. Il n'y avait pas de solution. Pablo m'a alors demandé de l'envoyer en Colombie. Je n'ai même pas pu l'accompagner à l'aéroport. C'était trop risqué. Ça a été très douloureux. Me préparer à me séparer de ma fille de 20 jours est l'une des situations les plus douloureuses que j'ai connues dans ma vie. Avec l'assassinat du ministre Lara Bonilla, Pablo Escobar déclare une guerre sans merci contre le gouvernement colombien, le cartel de Cali et les agences américaines de renseignement. Le cartel de Cali et le gouvernement font alors un pacte, assassiner Pablo Escobar. C'est à cette période qu'une voiture piégée est lancée contre l'édifice Monaco, la forteresse du clan Escobar à Medellín. Los vecinos dicen que en el penthouse, que es un penthouse bastante bello, fuera, vivía la esposa de Pablo Escobar. Dicen los vecinos, que son los que más conocen a los habitantes del edificio. Ese era el único piso que estaba habitado, el penthouse, por esa familia exclusivamente. Los otros pisos estaban desocupados. Pendant 2 mois, j'ai vécu avec Pablo dans cet édifice. L'État lui avait accordé une trêve. J'ai contribué au design de l'immeuble, à la décoration. J'y ai vécu pendant 2 ans. J'ai contribué à tous les détails de l'immeuble. J'étais avec mes enfants. Et ça n'a pas été un séjour agréable, parce que 3 fois par semaine, on était perquisitionnés et les policiers restaient pendant 8 heures. Donc c'est devenu un endroit très angoissant où vivre. Señor, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Ah, quería preguntarle. ¿Se puede ver aquí por un ladito el edificio? Ah, no, ¿verdad que no? ¿No se puede? ¿No? No, ¿usted conoce muy bien la casa, no? ¿Por qué me dice eso? Dijo que no. Non, ce n'est pas permis. Il me faudrait une autorisation de la mairie de Medellín pour entrer. Un policier s'est approché et m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Il a ajouté « Vous savez déjà tout. Personne d'autre que vous ne connaît mieux l'histoire qui s'est déroulée dans cet édifice. » La voiture piégée est entrée par en arrière. Et ensuite, elle s'est immobilisée. L'explosion a creusé un cratère de 8 mètres de diamètre. Quand la voiture s'est approchée,
Un gardien est allé voir ce qui se passait au fond, derrière l'édifice. Et quand il est arrivé près de la voiture, la bombe a explosé et l'a tué. Le matin du 13 janvier 1988, les 80 kilos d'explosifs de la bombe causent des dégâts dans tout le quartier, sans compter l'appartement dans lequel Tata se trouve avec ses enfants. Le bruit est si intense que la petite Manuela manque d'y perdre l'usage d'une oreille. Je crois que les pays doivent documenter leur histoire. Selon moi, le Monaco devrait être un musée de la mémoire. J'ai entendu que le maire voulait construire un parc à la mémoire des victimes pour commémorer toute cette souffrance. Le meilleur hommage qu'on puisse faire aux victimes est de faire connaître les situations douloureuses qu'elles ont vécues pour éviter que ça ne se reproduise. Après l'attentat contre l'édifice Monaco, Tata décide de prendre contact avec les frères Rodríguez Orejuela du cartel de Cali pour tenter d'en finir avec la guerre. Des années plus tard, Tata rencontre Aura Rosillo, la femme de Gilberto, le chef du cartel de Cali. J'étais la conjointe de Gilberto pendant la guerre. J'ai connu Gilberto quand il commençait la guerre contre ton mari. Oui. J'étais très jeune à l'époque. Il insistait sur le fait qu'il fallait respecter les familles et qu'ils s'entendaient là-dessus. La guerre ne concernait qu'eux. Elle ne concernait pas les épouses, ni les enfants, ni les sœurs, ni quiconque qui n'était pas relié à la guerre. J'ai une question à te poser. Tu dis qu'il y avait un pacte de non-agression concernant les familles. Qu'en est-il alors de la bombe que vous avez posée contre nous à l'immeuble Monaco? La bombe? À l'époque, je vivais avec Gilberto, qui était le chef. Il m'a raconté une toute autre histoire. Il m'a dit qu'ils se sont fait accuser à tort d'avoir posé la bombe dans l'immeuble Monaco. Maintenant que j'écris mon livre, je parle aux gens pour tenter de tirer cette histoire au clair. Quand on découvre des choses, on se rend compte qu'on ne connaît pas toujours les gens avec lesquels on vit. Je ne connaissais pas l'homme que j'aimais. Le jour où Pablo Escobar s'est fait tuer, Gilberto était saoul et m'a dit que Pablo avait dit qu'il les tuerait en 5 minutes et que si ça prenait plus de temps, ils auraient gagné. Mais penser à l'ennemi comme un homme qui nous fait du mal est une chose. Et penser à l'épouse qui vit les mêmes craintes que nous en est une autre. La différence, c'est qu'une bombe a explosé dans votre immeuble quand vous étiez avec vos enfants. J'ai connu Gilberto lors des négociations de paix, après la mort de Pablo. La première rencontre ne s'est pas avérée facile, non seulement avec lui, mais avec tous les chefs, parce qu'ils étaient très en colère contre Pablo et je leur faisais penser à lui. Ma survie n'était pas garantie. Je leur ai demandé de me laisser en vie pour que je puisse continuer à m'occuper de mes enfants. Il était très fâché et m'a dit qu'il ne comprenait pas que je puisse écrire des lettres d'amour à un monstre qui ne me respectait pas et qui m'était infidèle. Je vis en paix. Il ne m'est pas resté d'argent, mais je suis restée en vie. Ma conscience est parfaitement tranquille, même si je suis l'une des femmes sur lesquelles il y a eu le plus d'enquêtes dans le monde. Je comprends que tu n'as jamais réussi à refaire ta vie. Je ne sais pas si tu continues à aimer Pablo
ou si tu t'es consacré à tes enfants? La vérité est que j'ai payé un prix très élevé pour aimer. Et je ne souhaite pas le payer à nouveau. Depuis la mort de Pablo, je me suis toujours dit que je me passionnerais pour les livres, pour mes enfants et pour mes projets personnels ou professionnels. Mais je ne veux pas d'un autre homme dans ma vie, parce que j'ai l'impression d'être encore en train de payer. En 1991, alors que le gouvernement de César Gaviria vote une loi rendant illégale l'extradition de Colombiens aux États-Unis, Pablo Escobar se rend à la justice. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Escobar se voit imposer une peine d'emprisonnement de 5 ans, mais on lui accorde le droit de construire sa propre prison et de choisir ses gardiens. Je ne suis jamais retourné à la cathédrale après son évasion. J'ai vécu exilé pendant 25 ans. Je suis revenu à quelques reprises à Medellín et chaque fois, je me suis dit que je retournerais là-bas. Mais c'est la première fois que j'y reviens. C'est très dur. Combien de fois as-tu descendu ces marches? De nombreuses fois. Pour la première fois, Tata visite la cathédrale en compagnie d'un des hommes de confiance de Pablo Escobar qui souhaite garder l'anonymat. Ici, il y avait des barreaux. C'est là qu'a été prise la célèbre photo de Pablo, avec son chapeau de cosaque. C'est à peu près là que se trouvaient les barreaux. Au début, la cathédrale a été pour moi un symbole d'espoir. Avec le temps, au bout de 8 ou 9 mois, ça a été le début de la fin de cette histoire. Pablo a acheté les terrains de la cathédrale, il a acheté les terres voisines et il a construit sa prison. Ça lui a coûté très cher. Il a englouti des millions de dollars dans cet endroit. Il a gaspillé une grande partie de sa fortune ici. Le gouvernement n'avait pas les fonds nécessaires. Je tenais à vous faire un cadeau. C'est le cadeau dont je vous ai parlé. La radio qu'il utilisait ici. Pas vrai. Elle fonctionne. Je n'arrive pas à y croire. C'est la radio qu'il utilisait ici, à la cathédrale. Impressionnant. On l'éteint ici. Laissons-la éteinte. C'est tout un cadeau. Je tenais à vous la donner. Je suis très émue. Merci beaucoup. De rien. Quand il avait fini, il a passé à quelqu'un d'autre en attendant le prochain bulletin de nouvelles. Il a passé beaucoup de temps ici. Hola, mon ami, c'est la femme de Pablo Escobar et j'ai de la chance aujourd'hui. Usted es muy bonita, ¿sabe? ¿Sí? Sí. Ah, muchas gracias. Venía de casualidad y no pensaba que la podía encontrar. Que tengas Encantado de suerte conocerla. en tu viaje igualmente. Ok, merci beaucoup. Bueno, gracias. Merci beaucoup. Yo también algunas cositas me sé ¿Ah, sí? francés, Ah, pero muy poquito. Bueno eso, aprender el idioma. Sí, sí. ¿De dónde? India. 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 Sí. Ah. A ver, pues Compromiso. Sí. Nada de... Bueno, con gusto. Quand on venait ici, on était en famille. Les épouses se réunissaient, les enfants jouaient ensemble. C'était la famille. Quand on partait d'ici, il se passait des choses. J'entendais des commentaires. Et alors, je posais des questions à Pablo.
Mais il me répétait toujours la même chose. Tout le monde voulait gâcher notre mariage et les femmes qui montaient ici venaient voir ces hommes, pas lui. De ce côté-ci, on voit le gymnase ainsi que la discothèque. À l'époque, les deux endroits étaient ouverts. Ça me désole de voir cet endroit complètement vide, sous tous les aspects. Oui. Quelle était la limite? Quel pouvoir Pablo recherchait-il par rapport aux femmes? Toute la pointe ici, oui, c'était ce qu'on appelait le pigeonnier. Oui, je me souviens du pigeonnier. Je me rappelle quand les pigeons voyageurs m'apportaient des lettres d'amour de Pablo dans mon appartement. J'ai passé plusieurs nuits d'amour dans ce lieu. On avait une pièce bien spéciale, avec une cheminée qui était très romantique. J'adorais le feu. On se prélassait et on sirotait un champagne. Je n'avais pas l'impression d'être à la cathédrale, d'être dans une prison. J'avais espoir qu'on serait en train de vivre la fin de cette histoire. Il me disait qu'il allait étudier, qu'il voulait devenir journaliste. Il pensait à différentes universités. Il caressait de beaux projets qui me faisaient croire que tout ça finirait bien. El video muestra cómo las autoridades registraron milimétricamente la cárcel de la catedral horas después de haber huido de ella Pablo Escobar. Nos encontramos justamente ahora debajo del chalet que utilizaba Pablo Escobar Gaviria y que se encuentra fuera del área del penal. Documentos, fotografías de gente de su organización o de posibles víctimas, grabaciones de audio, cartas y filmaciones como esta, que confirman la forma como el capo vivía a sus anchas en la cárcel de Envigado, fueron encontrados en el registro. À cette époque, j'ai entendu aux nouvelles qu'il se passait des choses horribles à la cathédrale. On parlait d'assassinats, entre autres, et de ce qui se tramait dans la prison. Alors, j'ai entendu aux nouvelles que l'État colombien souhaitait prendre le contrôle pour remédier à la situation et venir voir ce qui s'y passait. À partir de ce moment-là, la cathédrale était dans le point de mire du gouvernement et celui-ci a pris des décisions qui allaient entraîner des extraditions. Le gouvernement colombien décidera d'en finir avec ce simulacre d'emprisonnement, ce qui incitera Escobar à s'échapper. Lors de la plus importante chasse à l'homme de l'histoire du pays, quelques 2000 militaires partent à sa recherche. Ils ratissent les 45 000 km² de la région, millimètre par millimètre, dans l'espoir de retrouver Escobar. Mais ce ne sera pas suffisant pour retrouver le fugitif. Par le biais de photos, le musée vise à exposer tout le mal qu'a fait Pablo. Les gens l'idolâtrent parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, mais au prix de combien de morts? L'idée est de leur montrer le côté négatif, ainsi que ce qui prévaut maintenant, la tranquillité. Pablo Escobar avait réussi à mettre à genoux les institutions colombiennes. De septembre à décembre 1989 uniquement, il orchestre plus de 600 attentats qui provoquent la mort de 580 policiers et de 400 civils. Dans la longue liste de ses méfaits, l'assassinat d'un candidat à la présidence. Rien ne l'arrête. Durant les 20 ans de la guerre d'Escobar avec les autres cartels de la drogue et avec le gouvernement colombien, plus de 15 000 hommes, femmes et enfants trouvent la mort.
Quelle horreur. Quelle horreur. Escobar, en fuite avec sa famille, décide de négocier son retour en prison en échange de la protection de Tata et de ses enfants. On se trouvait dans une situation extrême. Notre sécurité était menacée. On risquait notre vie. Pablo était en négociation avec l'État colombien. Il était prêt à se rendre afin d'obtenir la protection de sa famille. Il voulait qu'on parte vivre à l'étranger, qu'on s'exile. Il a embrassé Sebastián sur la joue, sans dire un mot. Et quand il a serré Manuela dans ses bras, les larmes coulaient sur son visage. Il respirait lentement, profondément. Je sentais qu'il expirait fort et qu'il souhaitait fermer les portières de la voiture puisqu'il n'y avait plus rien à dire. Il a dit « Je vais vous accompagner jusqu'à la porte de l'édifice ». Je ne comprenais rien. Ça me semblait une folie puisque l'armée était là. Tous ceux qui le cherchaient étaient là. Mais sa décision était prise. Pablo nous a suivis en voiture, ce qui était très risqué. C'est l'une de ses dernières folies. Quand on a tourné à droite pour entrer dans l'édifice Altos, il a tourné à gauche pour retourner où il devait aller. J'ai entendu des coups de klaxon et j'ai su à ce moment-là qu'il nous disait « Adieu mes enfants, adieu mon amour ». Ce serait la dernière fois où Tata verrait son mari et les enfants leur père vivants. Quand on est arrivé là, j'ai vu qu'une partie de la zone verte, où se trouve la rue transversale, était pleine de barricades. Je pouvais voir que les soldats de l'armée encerclaient tout l'immeuble. L'objectif était que je parle à Pablo, pour le convaincre de se livrer aux autorités. Pour moi, c'était impossible, parce que je n'avais aucun contact avec lui. On était entouré de gardes de sécurité et on ne pouvait pas lui faire entendre raison. Je dormais ici, avec ma fille, sur des matelas, à côté de la loge du concierge, ce qui nous donnait un peu de tranquillité. À un moment donné, en pleine nuit, une voiture s'est arrêtée et des gens se sont mis à nous tirer dessus sans discernement. Par la suite, chaque nuit, la panique et l'horreur s'emparaient de nous. Une autre fois, une bombe a explosé et fait voler des vitres en éclats. L'immeuble a subi des dommages. On vivait dans un climat de terreur constant. C'était une véritable torture psychologique. On passait 24 heures par jour ici. On était enfermés et il n'y avait aucun endroit sécuritaire. C'est à ce moment qu'on a pris conscience que cette pièce n'avait pas de fenêtre. Cet endroit était sûr. Et là, on ne risquait pas de se faire tuer. On a installé des matelas pneumatiques dans la penderie pour que je puisse dormir avec mes enfants. Juan Pablo dormait avec sa copine. Il y avait Manuela et moi.
la fille du professeur et le fils du professeur. C'est ici qu'on a pleuré, qu'on s'est interrogé sur notre avenir. Ma fille passait des nuits à verser des larmes. C'était très décourageant. On n'entrevoyait aucun espoir. Je ne croyais pas m'en sortir vivante. C'est ici qu'a germé l'idée d'aller en Allemagne. On ne voyait aucune autre façon de s'en sortir. L'État colombien ne s'engageait pas à nous faire sortir du pays. Ce qu'il voulait, c'était mettre la main sur Pablo. Notre départ pour l'étranger n'était pas du tout garanti. En tant que mère, j'ai alors pris la décision d'acheter des billets pour l'Allemagne. J'ai pris la décision sans consulter Pablo, parce que je ne pouvais pas lui parler. Tous les jours, les attentats s'enchaînaient, et je me sentais morte ou disparue, ou séquestrée avec mes enfants. Je me suis dit que s'il voulait nous tuer pendant qu'on se rendait à l'aéroport, il le ferait, mais on n'avait pas le choix. Je sentais que je ne pouvais pas communiquer avec Pablo, qu'il ne se rendrait pas, et que des gens nous feraient disparaître de toute façon. Après l'évasion d'Escobar, Tata décide de quitter la Colombie sous la protection des autorités pour sa sécurité et celle de ses enfants. C'est par les médias que Pablo apprendra la nouvelle du départ de sa famille pour l'Allemagne. À cette période, les médias sont la seule façon pour Tata et pour Pablo de savoir ce qui se passe dans leur vie respective. Malgré tous les espoirs d'obtenir un visa en Allemagne, Tata et ses enfants doivent retourner en Colombie, au péril de leur vie. On se trouve dans les résidences Tequendama, où on est venu il y a 25 ans. C'est ici que j'ai vécu l'une des plus grandes douleurs de ma vie. La mort de Pablo, mon mari, et le père de mes enfants. J'étais une femme de 33 ans. Ma fille avait 9 ans et mon garçon, lui, avait 16 ans. Il était avec sa copine qui, à cette époque, avait 20 ans. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, j'ai des souvenirs très douloureux. Il y avait constamment des gens armés autour de nous, des soldats de l'armée et des policiers, et ce, même en présence de mes enfants. Voici la chambre où on a dormi. Quand on est arrivé, il y a un quart de siècle, l'étage était entièrement vide. Il nous était réservé pour des raisons de sécurité. Tous les corridors étaient remplis de gens qui travaillaient pour l'armée, pour la police, pour le procureur. C'est ici qu'il y avait des téléphones et qu'on recevait des appels de la famille et de Pablo aussi. Voici ma chambre. On a dormi ici plusieurs mois. Après la mort de Pablo, j'ai placé sous mon oreiller les vêtements qu'il portait à son décès et j'ai dormi ainsi chaque nuit pendant presque une année. Une équipe de télévision était venue alors interviewer Tata dans cette même chambre d'hôtel. Ces images exclusives ont été retrouvées dans les archives de la télévision colombienne. ¿Y por qué se enamoró de él? Me parecía una persona atractiva, especial, era muy atento con las mujeres y por eso me enamoré de él. Yo nunca manejé la parte de negocios con Pablo,
Siempre ocupé su posición de esposa y de madre de mis hijos, únicamente. Pablo Escobar no... O sea, simplemente un granito de arena de esos millones de vidas de estadounidenses a los que ustedes se refieren. Porque el mundo entero conoce perfectamente la dimensión del negocio. Entonces él puede que hubiera aportado su granito de arena, pero no tiene por qué responsabilizarse de un país tan gigantesco donde realmente el negocio es supremamente grande y tiene dimensiones inmanejables. Ahora pregunto yo, si en 2 o 3 años, después de la muerte de Pablo Escobar, el narcotráfico en Estados Unidos o la drogadicción se acabaría por él haber desaparecido. À plusieurs reprises aux nouvelles, ils ont demandé à renforcer la sécurité. Ils ont exigé plus de policiers, parce qu'il y avait parfois des voitures en bas qui étaient mal stationnées et qui étaient abandonnées. Étant donné l'ampleur de l'enquête en cours, l'étage d'en haut était plein de policiers qui scrutaient nos moindres mouvements grâce à de l'équipement de surveillance. Ils enregistraient absolument tous nos faits et gestes. Leur objectif était simple. C'était de forcer Pablo à apparaître. Il s'est mis à communiquer avec nous le 30 novembre, quelques jours après notre arrivée. Juan Pablo se trouvait dans la pièce à côté, où il parlait au téléphone avec son père. Je me trouvais ici et je parlais aux militaires qui venaient me rendre visite. À un certain moment, Juan Pablo m'a appelé et je suis allé dans la pièce. J'ai parlé avec Pablo quelques minutes et Juan Pablo répétait qu'on devait raccrocher. Mais Pablo continuait, même si c'était risqué pour lui. Il venait de signer son arrêt de mort. Mister, de todas maneras, cuídense mucho. Usted sabe que todos lo necesitamos. Esté tranquilita, mi amor. Usted sabe que yo luché por ustedes. Yo no tengo otro incentivo en la vida sino luchar por ustedes. Y yo estoy metido en una cueva. Estoy muy, muy seguro. Esté tranquilita que yo estoy muy, muy seguro. Ya salimos de la parte difícil. Je suis retournée m'asseoir où j'étais, la peur au ventre. Et j'ai continué à parler avec les militaires. Je leur ai dit que j'avais parlé 2 minutes avec ma mère au téléphone. J'étais loin de m'imaginer qu'ils écoutaient chaque seconde de chaque appel. L'une de mes sœurs m'a appelé de Medellín. Et pendant que je lui parlais, Juan Pablo est venu en pleurant me dire qu'un journaliste l'avait appelé pour lui dire que son père était mort. On n'arrivait pas à y croire, puisque 2 minutes plus tôt, on lui parlait. La guerre contre Escobar prend brutalement fin le 2 décembre 1993. Après des mois de cavale, il est repéré dans un quartier de Medellín. Contrairement à son habitude, il avait parlé longuement et imprudemment au téléphone avec Tata et Juan Pablo. La mamá lo reconoció. La mamá desde que llegó, inclusive, pues que lo vio, dijo, gracias Dios mío. Esa fue la expresión de ella. ¿Él estaba armado? No vi armas. En el momento ahí no vi armas, pero me imagino que sí. Por lo nutrido que fue la balacera que precedió a la muerte de él, creo que sí estaba armado. En ese momento, después empezaron a pasar... La télévision s'est mise à montrer des images de l'allégresse que vivait la Colombie, du soulagement causé par la mort de Pablo. J'ai passé toute la nuit à pleurer et à me demander si j'irais dire adieu à Pablo. À 4 heures du matin,
Ma décision était prise. J'ai pris une douche, je me suis préparée, et quand j'étais prête, je suis allée réveiller doucement Juan Pablo pour lui dire que j'allais faire un saut à Medellín pour faire mes adieux à son père. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas respecter la demande qu'il nous avait faite. Il nous avait dit que le jour de sa mort, il voulait qu'on ne fasse rien, qu'on ne court aucun risque. Parce que voir un corps congelé avec lequel on ne peut pas parler n'avait aucun sens. J'ai dit à Juan Pablo que je m'en allais, que je ne pouvais pas rester, que j'étais incapable de les laisser enterrer son père en mon absence. Alors, il m'a dit non. Il s'est levé, effrayé. Et il m'a dit, « Tu n'y vas pas seul. Si tu y vas, on y va à deux. » Juan Pablo avait le cœur brisé. Et à un moment, il m'a chuchoté à l'oreille. Demandons à Dieu de faire tomber l'avion pour qu'on meure tous maintenant. J'avais très peur. Et je n'avais plus le goût de vivre. Je ne savais pas quoi faire avec mes enfants. Mais Dieu ne nous a pas écoutés. Yo quisiera que todos los presidentes del mundo, que son padres de familia, entendieran mi situación y mi posición de mamá, sola y angustiada por buscar la libertad de mis hijos. Tata décide alors à nouveau de quitter le pays. Sachant que le nom d'Escobar signifierait pour elle et ses enfants des portes fermées et l'impossibilité d'obtenir un visa, elle fait une demande officielle pour changer de nom. C'est ainsi que María Victoria Escobar Henao devient María Isabel Santos. Avant de quitter la Colombie, Tata décide de visiter le cimetière où est enterré son mari. Ce lieu est devenu une destination touristique ainsi qu'un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de Pablo Escobar. Ça fait environ 4 ans que je suis venue sur la tombe. Il y a tant de questions que tu as emportées dans la tombe et dont on ne connaîtra jamais les réponses. Tu as laissé beaucoup de souffrance sur la terre, dans le pays que tu aimais, que tu vénérais. Pendant un instant, j'ai ressenti au fond de mon cœur de la paix à son égard, parce qu'il vivait déjà en enfer. J'avais eu une conversation avec Pablo quand il était au jardin de Montesacro. J'avais monté l'escalier pour accéder au cercueil et lui parler. J'avais vu de la paix dans son visage, beaucoup de paix, et je me rappelle lui avoir touché le bras, qui était congelé. Et je l'ai entendu dire ces paroles. Mon amour, je n'en pouvais plus. J'étais épuisée, vidée. Occupe-toi de mes enfants.
Pablo a décidé de s'enlever la vie. Et je pense qu'il a choisi de mourir pour qu'on puisse rester en vie. Et il nous avait dit que le téléphone, c'était la mort. Et c'est tout ce qu'il a fait entre le moment où il s'est levé et le moment où il a choisi de s'enlever la vie. Je sais qu'il sentait qu'on risquait de mourir. Et il a décidé qu'on resterait en vie. Je demande pardon au pays, parce que j'ai une obligation morale de le faire. Je demande pardon en ton nom. Je demande pardon pour toute la douleur que tu as engendrée. Je demande pardon à mes enfants, en ton nom et en mon nom, pour les souffrances, les longues réclusions et pour le prix qu'ils paient pour cette histoire. Pablo, jusqu'à ce qu'on soit à nouveau réunis. En décembre 1994, j'ai finalement fait mes adieux au pays. Malheureusement, je ne pense pas y retourner, ne serait-ce que pour mon dernier repos. C'est ici que je resterai. Et c'est ici que mon corps restera, en Argentine, dans ce pays qui m'a donné la possibilité de refaire ma vie. De retour à Buenos Aires, en Argentine, Tata sent le besoin de partager tout ce qu'elle a vécu durant son voyage avec ses 2 enfants et sa belle-fille. Sa fille et sa belle-fille préfèrent ne pas apparaître à la caméra. Les enfants, ça m'a pris 25 ans avant de pouvoir revisiter mon histoire, avant de la revivre et de me rendre compte de toutes les horreurs que vous avez vécues. J'ai écrit mon histoire et j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai beaucoup pensé à vous. Maintenant que j'ai un petit-fils, je repense au moment que je vous ai fait vivre. Et je n'arrive pas à croire tout ce que je vous ai demandé. Ça me torture. En regardant les yeux de mon petit-fils, je me demande comment j'ai pu imposer à un enfant de cet âge une vie où il fallait qu'on se cache, où le père ne pouvait jamais rester avec nous. Avec les années, j'ai compris mon irresponsabilité de vous avoir fait subir tout ça, toute cette pression, cet isolement. Et je souhaite vous demander pardon. Je dois te remercier. Tu veux porter le fardeau de toute la souffrance qu'on a vécue dans notre enfance. Mais maintenant que je suis adulte et père de famille, je dois te dire que je ne te tiens pas responsable pour mon enfance. Je considère mon père responsable parce que ses décisions, ses actions, ses déterminations, ses choix de vie ont eu un impact non seulement sur toute la famille, mais sur un pays au complet, une société, une culture, jusqu'à créer un état de violence avec lequel il est difficile, même aujourd'hui, de prendre du recul. Tout ce que tu as fait, c'est de nous donner un abri, de la protection, du soutien et de l'affection dans des circonstances dont on était prisonnier.
Je veux te dire qu'au contraire, je te remercie pour tout ce que je suis aujourd'hui, les valeurs que j'ai, le respect de la vie, le respect d'autrui, mon attitude par rapport à la vie en général. Tout ça, je l'ai hérité de toi. Je te libère donc de la culpabilité que tu t'imposes comme mère, parce que je ne crois pas que tu étais responsable. Tu n'avais nulle part où aller, nulle part où t'enfuir. Qui t'aurait offert l'exil? Qui t'aurait sauvé de Pablo Escobar? Concernant mon père, je n'ai que de vagues souvenirs, puisque j'étais très petite. J'avais 4 ou 5 ans. Tout ce que je me rappelle, ce sont les fois où il me racontait une histoire, ou quand on était enfermé et qu'il m'aidait à faire mes devoirs. J'ai vécu les réclusions et j'en ai beaucoup souffert. Mais je sens que grâce à ton appui et tes efforts de mère envers nous, tu as su nous inculquer de bonnes valeurs, une éthique et un sens de la responsabilité envers nous-mêmes et envers la société, et qu'on est devenus de bonnes personnes. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que j'ai choisi Sébastien et je continue à vous choisir comme famille. Je reconnais le genre de famille que vous êtes et la famille que vous avez créée. Vous avez extirpé vos enfants d'un enfer et je vous en suis reconnaissante pour Juan Emilio. Si Juan Emilio a plus de possibilités dans sa vie, c'est grâce au choix que vous avez fait. Je crois aussi que la tranquillité est une action. Et ce genre d'action peut sauver des vies. Vous avez sauvé la vie de vos enfants. Et je sais que c'est difficile. Juan Emilio, aujourd'hui tu as 6 ans. Tu es ma petite étoile magique, ma lune, mon soleil. Tu es la musique de ma vie, ma source d'amour et de bonheur. Ta grand-mère a trouvé la paix dans son cœur quand elle a pu pardonner à ton grand-père avec le recul. Le pardon, mon amour, te rendra la liberté. Tu es ma symphonie, l'amour de ma vie. Ta grand-mère Tata, Maria Isabel Santos ou Victoria Eugenia Henao.